Bon alors, Dragon Age Vanguard, ça donne quoi sur PC, point de vue performance, au niveau des cartes graphiques et des processeurs? Est-ce que le portage tient la route, ou est-ce que c'est un triple A de plus, hyper mal opti, comme c'est le cas dernièrement avec pas mal de jeux? Eh bien, allons voir tout ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans. Eh bien, on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9 € et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14 € avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors Dragon Age The Veilguard, c'est le quatrième volet de la série Dragon Age, qui a débuté avec Dragon Age Origins en 2009, et c'était un jeu que j'aime beaucoup, j'aime toujours beaucoup, et même encore maintenant, je trouve que ça reste un très bon RPG. C'était du BioWare comme on l'aime, une bonne histoire, des personnages intéressants, des choix dans les dialogues plus ou moins importants, avec parfois un impact sur ce qui se passe au niveau de l'histoire. Et il y avait aussi un petit détail que j'aimais bien avec les séries Mass Effect et Dragon Age par exemple, et qui a plus ou moins disparu dans les jeux récents. C'était aussi présent dans la saga The Witcher par exemple, c'est qu'au niveau des sauvegardes, on pouvait utiliser les sauvegardes, par exemple de The Witcher 1 vers The Witcher 2, ou comme dans Dragon Age et Dragon Age 2, et ça pouvait avoir un impact plus ou moins important dans ce qui se passait dans le jeu suivant, même si c'était pas toujours des trucs de malade, mais j'aimais bien l'idée, et c'est vrai que ça s'est totalement perdu. Mais bref, c'est vrai qu'on mangeait bien à l'époque, entre Dragon Age et les premiers Mass Effect justement, et le studio avait également produit d'autres titres vraiment cool auparavant, Jedi Empire, Star Wars KOTOR, et encore plus loin, il y avait bien évidemment les mythiques Baldur's Gate 1 et 2. Donc c'est vrai que BioWare, c'était quand même un studio avec un certain pédigré. Mais bon, pour revenir à Dragon Age, j'avais adoré le premier, ainsi que son extension. Par contre, c'est vrai que Dragon Age 2 à l'époque avait déjà fait polémique. Très clairement, il était moins bon que le premier, et il avait plein de défauts, ça sentait vraiment le jeu fait à la va-vite, et il y avait eu pas mal de changements au niveau des combats et tout ça qui dénaturaient pas mal, je dirais, l'expérience par rapport au jeu original. Dragon Age 2, c'était pas un grand jeu à mon goût, mais j'avais pas passé un mauvais moment pour autant. J'avais trouvé ça plutôt sympathique, mais c'était pas incroyable. Et quelques années plus tard, on a eu Dragon Age Inquisition, qui par certains côtés était plus abouti que Dragon Age 2, mais qui avait lui aussi son lot de problèmes. Il y avait un côté un petit peu MMORPG solo, qui pouvait quand même déranger, Là aussi, j'avais trouvé ça plutôt sympathique, mais clairement, on était toujours loin de ce qui avait fait de Dragon Age Origins un grand jeu. Ce qui nous amène à Dragon Age The Veilguard, grosso modo 10 ans plus tard, et là, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, le studio BioWare actuel, c'est clairement plus celui d'il y a 10 voire 20 ans, et depuis le rachat du studio par Electronic Arts, il y a quand même eu des foirages assez énormes, avec Mass Effect Andromeda, et surtout Anthem, qui ont été de gros échecs pour le studio, donc beaucoup de choses, je dirais, pèsent sur les épaules de ce Dragon Age, ainsi que sur un futur Mass Effect apparemment en développement. Et avant de parler technique, alors je sais, cet épisode de Dragon Age fait vraiment polémique, surtout en ce qui concerne tout ce qui est woke, anti-woke et compagnie. Il y a deux camps qui s'affrontent sur le sujet. Personnellement, j'ai rien contre le fait qu'un jeu laisse le choix au joueur de créer un personnage avec le sexe, genre, look qu'il veut, et de laisser des options de romance dans le titre pour tout le monde, comme dans Cyberpunk ou Baldur's Gate 3 dernièrement, ou même les anciens Dragon Age ou Mass Effect. Tant que c'est bien fait et bien amené, et que ça fait sens au niveau de l'histoire, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut de son cul dans la vraie vie et la fausse vie. Avoir des choix pour tout le monde dans un jeu, c'est pas une mauvaise chose pour moi. Mais ça nous amène, je dirais, au gros problème du titre, pour moi, qui est plus important et gênant que tout le reste, c'est au niveau de l'écriture. Les dialogues, les échanges avec et entre les personnages, c'est juste immonde. Globalement, même si je suis qu'environ 5 heures dans l'aventure, ce qui me frappe par rapport à ce qu'on a connu avec Dragon Age Origins par exemple, c'est qu'ici j'ai vraiment l'impression que les développeurs nous prennent pour des demeurés. On nous parle comme si on était des enfants en permanence. C'est juste vraiment hyper mal écrit. Enfin limite,
on a l'impression qu'on est dans un tutoriel sans fin par certains côtés. Enfin, l'écriture du jeu empêche pour moi vraiment toute immersion dans l'univers, et là où dans les anciens jeux BioWare, j'étais toujours content d'aller discuter avec les compagnons, faire les quêtes secondaires et tout ça, il y avait des trucs très intéressants, avec parfois de bons scénarios aussi sur les quêtes secondaires. Ici limite, on a juste envie d'enchaîner l'histoire principale en esquivant tout le reste. Enfin, tellement c'est maladroit au niveau de l'écriture. C'est vraiment une faiblesse énorme dans un RPG du genre. Une mauvaise écriture, ça ruine totalement l'expérience. Et c'est vrai que passer par exemple de Métaphore Refantasio dernièrement à ça, le contraste fait quand même, ça fait vraiment assez mal. Alors en dehors de ça, la réalisation et l'ADA est plutôt bonne au niveau des environnements. La musique est ok, même si assez quelconque. Les combats, c'est du classique, c'est pas incroyable, mais c'est pas déplaisant ni mauvais non plus. Même bon, ça fait quand même très repompé de God of War en moins bien, mais c'est pas, je dirais, le plus gros problème du titre. Ça me gêne moins que les énigmes aussi, par exemple. Si on peut appeler ça des énigmes, tellement c'est du niveau de idiocratie, par exemple. Enfin, j'ai vu des jeux éducatifs pour enfants de 4 ans plus complexes que les énigmes de ce jeu. Par contre, l'autre gros souci du titre pour moi après l'écriture, c'est le choix du design au niveau des personnages. Enfin, le chara design, j'aime pas du tout. C'est un mélange de Pixar, Fortnite semi-réaliste, semi-raté. Pour moi, c'est pas bon. Sans même parler du design de certaines races. Par exemple les Qunari, qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient dans le passé. Enfin, je comprends pas. On est passé d'une race de guerriers badass un peu monstre en fait, qui avait leur propre style, à une sorte d'humanoïde avec des cornes, avec un front plus long que la piste d'atterrissage de Charles de Gaulle. Donc ouais, je suis pas fan. Et globalement, je dirais que le ton du jeu n'a clairement plus grand chose à voir avec le premier Dragon Age par exemple, qui était beaucoup, beaucoup plus sombre. Enfin, pour moi, c'est pas Dragon Age ici, ça me fait plus penser à un mauvais spin-off qu'une vraie suite. Si on reprend toute la lignée, moi ça me convient pas. Bon, clairement, les notes de la presse qui ont mis des 8, 9, voire même des 10 sur 10 au titre, pour moi c'est totalement incompréhensible. Ça mérite vraiment pas des notes pareilles. Après, est-ce que j'ai pour autant passé un vrai mauvais moment sur le jeu jusqu'ici? Non, le jeu est juste moyen, sans plus, c'est pas un grand jeu, et c'est pas non plus un grand Dragon Age, mais c'est pas non plus un jeu absolument atroce. Donc c'est juste assez quelconque en fait. Pour moi, c'est au maximum un petit 6 sur 10. Si vous aviez apprécié Dragon Age Inquisition par exemple, on est plus ou moins dans cette lignée-là, en moins bien. Donc bon, un jeu en gros à faire en solde dans quelques mois, pourquoi pas. Mais au prix fort, je trouve qu'il y a des jeux qui sont bien plus méritants que celui-ci. Alors après bon, vu que la démo est maintenant sortie sur vos sites de partage préférés, vu que le jeu au final n'a pas de protection des niveaux, vous pouvez vous faire votre propre avis sur le titre. Et justement, qui dit pas des niveaux, et ça m'évite aussi de galérer pour mes tests au niveau des processeurs, et sûrement des performances plus stables sur le titre, donc c'est un bon point pour le jeu à ce niveau-là. Et on va maintenant passer à ce pourquoi on est ici aujourd'hui, la technique. Alors, au niveau du moteur, on est sur le Frostbite de chez Electronic Arts, qu'on n'avait pas vraiment revu depuis le remake de Dead Space et Battlefield 2042, en dehors des jeux de sport d'Electronic Arts. Et dans l'ensemble, au niveau technique, c'est plutôt bon pour cette version PC. Au démarrage du titre, il y a une séquence de compilation de shaders, qui peut quand même être assez longue, si vous avez un processeur relativement ancien, on va dire. Mais bon, ça permet au titre d'avoir un framerate vraiment très stable, et ça, ça fait plaisir, quand on est habitué aux nombreux jeux à stutter permanent, avec Unreal Engine ces derniers temps. Donc ça c'est cool, et comme je l'ai dit précédemment, je trouve que les environnements sont vraiment très réussis dans l'ensemble. Le jeu est vraiment plutôt joli à ce niveau-là, et même si j'aime pas le chara design au niveau des personnages, techniquement parlant, les cheveux, tout ça, c'est plutôt bien foutu. Les matériaux sur les armures sont plutôt quali, les textures sont propres, bref, le jeu dans l'ensemble est plutôt bien fini, ça semble pas déborder de bugs partout, comme dans certains jeux Ubisoft, ou même certains anciens jeux de BioWare d'ailleurs. Donc au global, je dirais que la finition du jeu me paraît plutôt correcte. En ce qui concerne la version PC, alors le jeu est offert avec un abonnement GeForce Now de 6 mois il me semble à l'heure actuelle, mais je crois pas que le jeu soit pour autant sponsorisé par Nvidia. Du moins j'ai pas vu de communication allant dans ce sens, mais alors peut-être que je me trompe, mais il me semble pas que ce soit le cas. Sinon, on retrouve le panel d'upscaler habituel, le FSR3, le DLSS3 et le XeSS. Par contre, au niveau du frame generation, il n'y a que le DLSS FrameGen qui est présent, ce qui est quand même dommage, même si, je doute pas vraiment qu'il y ait des mods qui sortent, qui permettront de rajouter le FSR FrameGen pour les détenteurs de Radeon, et d'anciennes générations de GeForce, ou même pour les cartes d'Intel. Même si,
comme on va le voir ensuite, hein, le jeu devrait normalement tourner suffisamment correctement sans frame generation sur la plupart des configs. On a aussi le support de l'ultra-wide, le HDR. Au niveau des menus sur PC, ben c'est plutôt bon là aussi, hein. On voit directement le résultat en arrière-plan quand on change les options graphiques. Par contre, il y a certains settings qui demanderont de redémarrer le jeu. Et on retrouve également du ray tracing pour les reflets et l'occlusion ambiante. Alors, c'est clairement pas indispensable, hein. Il n'y a pas tant de reflets que ça dans le jeu, et le ray tracing sur l'occlusion ambiante n'est pas incroyable et c'est très dispensable. Mais je dirais que l'impact sur les performances du ray tracing dans l'ensemble est pas non plus immense comparé à certains autres jeux, donc si votre machine, je dirais, peut gérer le ray tracing des reflets tout en restant jouable, pourquoi pas en réalité, hein. Mais clairement, c'est pas non plus transformatif, mais ça reste plus sympathique et plus réussi par exemple que sur Hogwarts Legacy. Au niveau de la VRAM, par contre, alors il y a plusieurs choses, hein. Pour les cartes avec 8 Go de VRAM, les textures ultra peuvent être quand même assez problématiques, surtout au-dessus du 1080p. Donc vaut mieux les laisser en mode élevé, je dirais, pour ces cartes-là. Pour la 3080 et ses 10 Go de VRAM, alors ça semblait passer en 1440p, mais en 4K, on est vraiment très borderline, et ce sera insuffisant, enfin je pense que ça fera baisser les performances à certains moments. Et pour les GPU avec 12 Go de RAM, alors j'ai pas noté de soucis majeurs en dehors d'utiliser le ray tracing. Et encore plus si vous utilisez le ray tracing plus le frame generation. Donc oui, le jeu est quand même plutôt demandeur au niveau de la VRAM, surtout avec le ray tracing. Mais je dirais que les différents réglages au niveau des textures et tout ça sont plutôt ok. Donc bon, si vous rencontrez des problèmes avec la VRAM sur votre GPU, vous pouvez baisser les textures d'un cran, ça reste quand même très propre malgré tout. Et en parlant de réglage, le scaling des performances est plutôt bon, et le jeu reste vraiment plutôt propre, même jusqu'en détail bas. Ce qui se voit le plus, hein, je dirais, c'est le LOD et le popping. C'est vrai que même en détail minimum, le jeu reste plutôt correct. Mais comme on peut le voir ici, passer des détails ultra au détail élevé, on gagne que 9% de performance. Le gros gap se fait plus avec les détails élevés à medium, avec 30% de performance en plus. Et passer des détails medium à bas, c'est 12% encore en plus. Donc, entre le détail ultra et les détails bas, on a un scaling de 60%, ce qui est plutôt bon, mais c'est vrai qu'au niveau des presets, c'est pas hyper bien équilibré. Et comme vous pouvez le voir ici, on a également les presets optimisés de Digital Foundry que j'ai utilisés pour les tests d'aujourd'hui, qui sont à mi-chemin entre l'ultra et les détails élevés, pour quasiment aucune différence visuelle notable avec les détails ultra, mais pas de grosse différence sur les performances non plus. Et au niveau du scaling sur l'upscaling, on voit comme toujours un gros gain en passant du natif à l'upscaling en mode qualité, avec 40% de gain de performance, avec comme d'habitude un petit 10% de plus en passant sur le mode équilibré, et encore 10% en plus pour le mode performance. Donc là aussi, un scaling assez correct, hein. Donc on a des marges de manœuvre, je dirais, pour gagner en performance sans trop perdre visuellement parlant. Pour le test de performance, alors j'ai pris une séquence de 45 secondes en forêt, qui est assez lourde quand même, hein. Comme d'habitude, on va aller voir vite fait ce que ça donne avec les upscalers, les duels de cartes graphiques, et ainsi que les graphiques qui arriveront à la fin. Et au niveau des drivers, alors les trois marques ont sorti un driver pour le titre, hein. Le dernier en date de chez Nvidia a été prêt il y a déjà quelques jours, même plus d'une semaine je pense. Chez Intel c'est également arrivé le jour de la sortie du titre, et pour AMD c'est un driver bêta qui est sorti pour le jeu également. Bon, alors on commence notre petit tour de la comparaison des upscalers. Comme souvent, le DLSS à gauche, le FSR au milieu et le XISS à droite. Bon, j'ai pas tourné à la même vitesse avec le XISS, mais c'est pas évident de tourner au stick exactement à la même vitesse tout le temps. Donc bon, on va regarder dans un premier temps, surtout le DLSS et le FSR. Ce qu'on peut noter, c'est que comme assez régulièrement, hein, on voit par exemple qu'autour du personnage, je dirais que l'effet de shimmering est un petit peu plus prononcé avec le FSR, comme c'est malheureusement très souvent le cas. Au niveau du ISS, c'est comme assez régulièrement un petit entre-deux, mais on voit qu'il y a un petit peu de ghosting aussi. Mais je dirais que c'est pas parfait non plus avec le DLSS. Comme on le voit, hein, il y a aussi un petit halo comme ça autour du personnage. Mais dans l'ensemble, c'est correct. Par contre, c'est vrai que là, si on regarde en arrière-plan, au niveau de la petite feuille, là, on voit que avec le FSR, ça fait comme un effet transparent assez bizarre, si on regarde bien. Regardez, c'est pas terrible, là c'est plus net. Avec le XISS, est-ce qu'on va y arriver? On est déjà passé devant, il me semble. XISS, ma foi, ça a l'air d'aller. Donc oui, le FSR, il y a souvent ces petits problèmes au niveau de la transparence, au niveau des feuillages, bon là c'est le cas. Et globalement, j'ai eu l'impression que le sizzling est un petit peu plus prononcé que le FSR aussi. Donc là, déjà, on voit avec le FSR, il y a toujours ce petit
petits artefacts hein, autour du personnage, mais là on les voit aussi très clairement avec le DLSS. Hein. Ça c'est... Ouais, là par contre on voit au niveau des cheveux que c'est beaucoup plus prononcé qu'avec le DLSS. Toute cette petite traînée de pixels là. Et le XSS s'en sort ma foi pas si mal que ça, même si là on voit que c'est très pixelisé. Bon, je dirais que c'est un classement ma foi classique. Le DLSS s'en sort mieux que les deux autres. Alors, on passe maintenant avec nos amis les particules. Bon, on sait que généralement le FSR a un petit peu plus de mal sur la quantité de particules, hein, puisqu'il y en a plusieurs qui passent à la trappe généralement. Tout ce qui est transparence, ce genre de truc, le FSR a un petit peu plus de mal. Et on voit, c'est un petit peu moins net, ça tremblote un petit peu hein, quand même, au niveau du lettrage par exemple, comme on le voit ici. Et on voit qu'au niveau des particules, des transparences, c'est plus pixelisé que le DLSS ou le XISS. Donc ça c'est le comportement classique hein, du FSR. Et c'est un de ses défauts qui, on l'espère, seront corrigés, un de ces quatre, si AMD change d'approche pour sa solution d'upscaling. Et au niveau de la petite explosion de particules, j'ai quand même l'impression que comme bien souvent, il y en a un petit peu moins du côté FSR, mais c'est pas dramatique. Par contre au niveau du ghosting, c'est un peu plus prononcé. Et le XSS s'en sort correctement. Mais ouais, bon, c'est un peu plus pixelisé pour le FSR, mais c'est pas trop mal. Je dirais que bon, dans l'absolu, on a vu pire. Ouais, c'est correct. Autre grand classique de la comparaison des upscalers, l'eau. Et comme on peut le voir ici, ben, c'est assez similaire hein, entre les trois. À savoir que c'est quand même un petit peu crade. Mais je pense que c'est la même chose avec le TA de base. Le rendu de l'eau comme ça est pas fou. Comme là, hein, au niveau du personnage ici. On voit que ça tremblote un petit peu autour d'elle, au niveau du chapeau, au niveau de sa main là à gauche. Si on zoome encore plus, on voit que c'est pas net, c'est pas stable. Et le XSS non plus. Donc, ouais, pas ouf. Et ce personnage-là, on a un petit peu de shimmering ici au niveau de ses cheveux, qui n'est pas présent avec le DLSS ou le FSR. Mais en dehors de ça, c'est correct et on retrouve des artefacts pour les trois upscalers. Hein. Encore une fois, c'est probablement présent aussi avec le TAA, mais on voit que rajouter l'eau derrière, ça pose des petits problèmes. Hein. Et enfin, petite promenade champêtre pour nos trois upscalers. Bon là on avait une petite traînée de blanche derrière le personnage. Ce qu'on peut noter, ben, c'est qu'au niveau de l'herbe là, très clairement, c'est beaucoup moins stable et beaucoup moins défini pour le FSR ici que le DLSS ou que le XSS qui est plus stable quand même, hein, très clairement. On voit que l'herbe est quand même beaucoup plus propre pour les deux upscalers sur base de machine learning que le FSR. Et en plus de ça, bon, on note aussi un petit peu de tremblotement, hein, donc la reconstruction est pas hyper stable. C'est un des points faibles hein, du FSR au niveau de la végétation. C'est pas le premier jeu où c'est le cas. C'est un des grands classiques, hein, je dirais. On a un peu de ghosting au niveau des papillons là. On en a un peu aussi avec le DLSS, j'ai l'impression. Un peu moins marqué peut-être. Et avec le XSS, qui d'habitude fait pas très bien ça. Bon là ça va l'air d'aller. Hein. Ah oui. Ça sera intéressant de repartir au niveau de la run. Encore plus lent. C'est ça qu'on avait vu. Une sorte de traînée derrière le personnage là. On voit hein, du ghosting. Et sinon, ouais. Alors on voit quand même hein, que l'image est quand même beaucoup plus stable au niveau de l'herbe et beaucoup plus définie dans l'ensemble hein, qu'avec le FSR hein, pour le XSS et le DLSS. Et au niveau du ghosting, on retrouve ce côté pixelisé du FSR. On a du ghosting aussi hein, que le DLSS là, mais les papillons sont plus propres. Pour le DLSS et le XSS aussi d'ailleurs. À distance on voit que donc c'est pas terrible hein, pour le FSR à ce niveau là. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai quand même envie de dire que les trois upscalers s'en sortent bien.
On a vu pire hein, pour le FSR, donc c'est une implémentation plutôt correcte, mais on retrouve quelques-uns des grands classiques des problèmes du FSR par rapport aux deux autres upscalers, donc ça va, c'est utilisable, c'est juste moins bon que les deux autres. Si j'avais une carte AMD et que j'avais besoin d'upscaling, malgré tout je me dirigerais peut-être plus vers le XeSS qui me paraît un petit peu plus propre dans l'ensemble ici, mais bon le FSR ça passe on va dire. Alors, on débute comme d'habitude avec la RTX 4090 toute seule, hein, puisqu'elle n'a pas vraiment de concurrente en face chez AMD. Donc, bon, on est en 4K ici, on tourne aux alentours des 90-100 FPS. Dans l'ensemble, hein, des performances tout à fait correctes pour la 4090, pas grand chose à dire. Mais déjà, on peut noter, hein, au niveau du framerate et du frame time, ben, c'est très très stable. Et c'est comme ça quasiment tout le temps dans le jeu, et c'est vrai que ça fait plaisir, hein, puisqu'il y a beaucoup de jeux en ce moment qui sortent où c'est vraiment pas le cas. Alors, on passe ensuite sur la 4080 Super et la 7900 XTX, toujours en 4K. Et là, on peut voir que les performances sont vraiment très proches entre les deux cartes, hein. C'est vraiment quasiment exactement la même expérience de jeu. Pas de soucis particuliers au niveau du framerate et du frame time hein, pour les deux marques. Ça se passe plutôt bien ici. On est au-dessus des 60 FPS, mais pas de beaucoup. Donc bon, ça tourne bien, c'est gourmand, mais ça va. On passe sur la 4070 Ti Super contre la 7900 XT en 4K ici. Et comme on peut le noter, bon, les deux cartes offrent des performances vraiment très similaires dans l'ensemble, avec un très léger avantage pour la 7900 XT malgré tout. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les résolutions plus basses, comme on le verra dans les tableaux par la suite. Mais bon, en 4K du moins, ça se passe de manière très correcte pour les deux cartes. Performance très proche dans l'ensemble. On va regarder ce que ça donne en 1440p. Et comme on peut le voir ici, bon j'ai oublié de resize l'overlay comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître. On peut voir que la 4070 Ti Super en 1440p est au-dessus de la 7900 XT. Et ça va être une constante hein, entre les cartes de chez AMD et d'NVIDIA sur le titre. Les cartes d'NVIDIA ont dans l'ensemble un avantage sur le titre, un petit peu comme la semaine dernière on avait vu avec Call of Duty Black Ops 6 où c'était l'inverse, hein, c'était les cartes d'AMD qui étaient à l'avantage. Là, globalement, ce sera les cartes d'NVIDIA. Ce qui fait que pour la comparaison 4070 Super, 7900 GRE, comme on peut le voir ici, hein, très clairement, c'est à l'avantage de la 4070 Super, qui a des performances un bon cran au-dessus. Donc bon, ça dépend des jeux, hein, c'est ce que je disais la dernière fois. Parfois, c'est bénéfique pour NVIDIA, parfois c'est pour AMD. Dragon Age, Veilguard, c'est pour NVIDIA. Ce qui fait que pour le match-up 4070-7800 XT, bon, c'est encore une fois à l'avantage de la 4070, ce qui est quand même assez rare hein, dans la majorité des jeux, je dirais. Au niveau de la tendance globale, la 7800 XT a tendance à être un petit cran au-dessus de la 4070. Bon, sur Dragon Age, c'est pas le cas. On note aussi qu'il y a des petites différences au niveau de ce qui est affiché, au niveau des feuillages et tout ça, hein, c'est pas toujours exactement pareil. Mais si vous faites vraiment très attention à ce qui est affiché, c'est pas exactement pareil. Il y a des endroits où parfois il y a des arbres en plus du côté des GeForce et parfois c'est du côté d'AMD. Pourtant les réglages sont identiques. Et pour le match 4060 Ti 7700 XT, eh bien oui, là aussi c'est très rare, mais c'est la 4060 Ti qui est à l'avantage, puisque dans la grosse majorité des jeux, c'est vraiment très rare que la 7700 XT soit en dessous. Bon, ici c'est le cas, même si bon, la 7700 XT se débrouille tout à fait correctement ici aussi, hein. Le framerate est stable, les performances sont correctes, c'est largement jouable. Et pour le match des petites cartes de la génération actuelle, la 4060 contre la RX 7600, bon, pas de grande surprise ici, hein. C'est aussi à l'avantage de la 4060 ici, alors que dans la grande majorité des jeux, les deux cartes sont quasiment à ex-aequo tout le temps, en dehors d'exceptions, comme sur Black Ops 6 la semaine dernière, et ici sur Dragon Age. Ouais, ça dépend des jeux. Pour les cartes de la génération précédente, la 3080 et la 3090 Ti, bon, sans grande surprise, hein, la 3090 Ti est évidemment devant la 3080, mais on voit qu'en 1440p ici, pour les deux cartes, hein, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de problème de performance, on voit qu'au niveau de la VRAM, pour la 3080, ça passe sans gros soucis ici, et pour la 3090, elle n'a pas le problème du tout, avec ses 24 Go de VRAM, mais c'est des bonnes performances dans l'ensemble, pas de soucis particuliers. On descend d'un cran avec la 3060 Ti et la 6700 XT en 1080p ici. Et bien on peut voir que la 3060 Ti tourne aux alentours des 60-70 FPS. La 6700 XT est un petit peu plus proche des 60-65. Là aussi, hein, c'est quand même assez rare de voir la 3060 Ti à ce point-là au-dessus de la 6700 XT, puisqu'au niveau des grandes tendances, c'est souvent la 6700 XT qui est un cran au-dessus. Bon, sur ce jeu-là, c'est pas le cas. Et pour le match-up 3060 contre RX 6600, pas de surprise, hein, par contre la 3060 est devant, c'est le cas dans la majorité des jeux, hein. C'est l'inverse, hein. C'est très rare que la 6600 soit au-dessus de la 3060, ça arrive malgré tout de temps en temps,
Bon, bah sur ce jeu-là, très clairement, ça sera pas le cas. Mais bon, on voit hein, que pour les petites cartes de la génération précédente, malgré tout, la 3060 est pas très loin de maintenir un 60 fps constant, mais n'y est pas totalement, là où la RX 6600 tourne plus aux alentours des 40-45. Bon, il y a moyen de faire tourner le jeu hein, de manière très correcte pour les deux cartes, ça sera tout à fait jouable. On passe sur une génération encore plus vieille avec la 1080 Ti et la RTX 2060. Alors on avait vu hein, dans les jeux assez récents que parfois la 2060 arrivait au même niveau que la 1080 Ti. Bon ici c'est pas le cas, on voit que la 1080 Ti tourne plus aux alentours des performances même de la RTX 3060, ce qui est plus ou moins commun. Malgré tout, c'est vrai qu'au fil du temps, hein, la 1080 Ti perd un petit peu de sa superbe dans les jeux modernes. Bon, là ici ça tourne correctement, il y a aussi largement moyen de s'en sortir. Pour la 2060, ben c'est pas mal non plus. 45 fps en moyenne, hein, c'est plutôt correct hein, pour une carte relativement entrée de gamme d'il y a maintenant quand même plusieurs années. Donc bon, elle aussi, en ajustant le réglage un petit peu, on devrait pouvoir arriver aux 60 fps de moyenne. Pour le match GTX 1060 Arc A380, bon, bah là je vous fais pas un dessin, hein. Comme bien souvent, la 1060 est quand même un bon cran au-dessus. Malgré tout, bah, on voit que pour les deux cartes, on n'arrive pas aux 30 fps de moyenne pour les détails élevés plus hein, qui sont utilisés ici. Donc il faudra baisser les détails pour avoir quelque chose de jouable. Et quand on passe en détail bas, du coup, bah, on peut voir que maintenant ça se passe quand même beaucoup mieux pour les deux cartes. Et c'est tout à fait jouable, hein, on peut faire avec. On voit que la 1060 tourne aux alentours des 40-45 fps, hein, selon ce qui se passe, donc ça passe. On pourrait encore, en plus de ça, ben, faire appel au FSR si on est motivé, mais personnellement je resterai comme ça. Parce que c'est plutôt jouable, c'est pas trop moche. C'est vrai que l'upscaling en 1080p, on n'a pas forcément envie de l'utiliser à part si on n'a pas le choix. Donc ici, je me contenterai des 40 fps, et pour la 380 également, hein. Bon, 30 fps, c'est pas idéal, mais on va dire que on peut jouer. Et enfin, grande première sur la chaîne, l'Arc A750 contre l'Arc A710, puisque j'ai utilisé une autre carte de capture pour pouvoir enregistrer les captures du coup. Bon, c'est une carte de capture qui fait que du 1080p, mais au moins sur celle-là, je peux faire les captures, donc bon, ça tombe bien, vu que ces cartes-là, de toute manière, au-dessus du 1080p, c'est compliqué. Ouais, bon. On voit que les performances sont correctes, mais sans plus. Globalement, on est quand même un petit cran derrière la RTX 3060 pour l'Arc A770 ici. Ce qui est malheureusement une tendance de plus en plus commune dans les jeux qui sortent en ce moment. Ça fait quand même plusieurs mois hein, que j'observe au fil du temps que l'optimisation, j'ai l'impression, hein, pour les cartes d'Intel est un petit peu moins forte qu'avant. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Alors on arrive maintenant au graphique en 1080p, et comme on peut le voir ici, en 1080p c'est domination totale des GeForce, et on a l'impression de voir un petit peu les benches de Call of Duty Black Ops 6 de la semaine dernière, mais dans l'autre sens. Pour autant, les performances sont pas mauvaises non plus ici aussi, hein. C'est stable, pas de stutter, hein, que ce soit chez Nvidia, AMD ou Intel, mais les GeForce s'en sortent mieux au global ici. Par contre, hélas, on voit qu'encore une fois, hein, les cartes Intel sont pas spécialement à leur avantage au niveau des performances. C'est tristement le cas dans pas mal de jeux dernièrement, et on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo dans pas très longtemps. Mais bon, en 1080p, on voit que même la RTX 3060 offre du 60 fps de moyenne. C'est largement jouable, hein. La 2060 et la RX 6600 tournent autour des 45 fps, et on a encore de la marge pour gagner en performance au niveau des options graphiques, et dans le pire des cas, de rajouter une touche d'upscaling. Et même pour la GTX 1060, 24 fps de moyenne, alors c'est pas incroyable, hein, mais on a vu dans les clips vidéo qu'en baissant en détail bas, le jeu devient beaucoup plus jouable avec environ 40 fps de moyenne, ce qui reste tout à fait correct hein, pour une GTX 1060 à l'heure actuelle. En 1440p maintenant, alors c'est toujours clairement l'avantage des GeForce, mais l'écart est un petit peu moins important qu'en 1080p. Mais bon, globalement, ça reste très jouable hein, pour la plupart des cartes, il n'y a vraiment que la RX 6600 qui s'effondre avec 26 fps de moyenne. Alors avec du FSR et en baissant les détails en moyen par exemple, ça devrait tourner malgré tout avec la RX 6600. Les cartes d'Intel, comme souvent, se maintiennent mieux en 1440p vis-à-vis de leurs concurrentes directes, ce qui du coup amène la 770 au niveau de la RTX 3060. Mais bon, 45 fps de moyenne, c'est vrai que si on vise les 60, hein, il faudra de toute manière jouer de l'upscaling ou des réglages plus bas également pour les deux cartes. Et en 4K maintenant, alors, les Radeon rattrapent, je dirais, globalement leur retard pour arriver au même niveau que leurs concurrentes directes. Donc la 7900 XTX est vraiment un poil de cul au-dessus de la 4080 Super. Tout comme maintenant la 7900 XT est revenue un tout petit cran au-dessus de la 4070 Ti Super. Mais bon, c'est globalement la même expérience de jeu. Intéressant de voir la 3090 Ti aussi haut dans le classement également. La 7900 GRE et la 4070 Super sont à égalité, la 3080 fait de la résistance ici, mais bon, on est déjà sous les 60 fps de moyenne. L'upscaling ici permettra de s'en sortir pour du 60.
Et on voit qu'en bas de tableau, la 4060 Ti 16 Go distance le modèle 8 Go, ce qui montre que la VRAM commence à prendre son importance sur le titre. Et on voit que la vénérable 1080 Ti avec de l'upscaling pourrait sortir du 30 fps de moyenne, ce qui n'est pas si mal pour une carte aussi ancienne. Alors au niveau des performances en ray tracing maintenant, c'est intéressant, c'est un comportement assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, c'est important de rappeler aussi qu'on utilise ici les reflets en mode ultra uniquement et pas l'occlusion ambiante au niveau du ray tracing, puisqu'on suit les réglages de chez Digital Foundry, ce qui allège probablement un petit peu les choses aussi au niveau du poids du ray tracing au global. Mais bon, comme l'occlusion ambiante avec ray tracing n'est pas franchement intéressante, ça fait sens de ne pas l'activer. Du coup, on voit qu'en haut du tableau, on rencontre un bottleneck processeur en réalité, puisque le ray tracing pompe des ressources processeurs également sur le titre, ce qui fait que la 4090 et la 4080 Super sont à égalité ici, et même la 7900 XTX n'est pas si loin que ça derrière. Et même si l'impact sur les performances pour le ray tracing est bien là, eh bien ça tourne pas si mal que ça, puisque même la RTX 4060 arrive presque aux 60 fps de moyenne, et ça sans upscaling. Pareil en bas de tableau, la RX 6600 et la RTX 2060 sont à environ 30 fps de moyenne. On voit que la 2060 en réalité souffre plus par son manque de VRAM ici avec ses 6 Go. En 1440p, bon, ça devient plus gourmand évidemment, la 4090 creuse l'écart maintenant avec les autres cartes, les cartes d'AMD se défendent encore pas si mal que ça, ce qui est plutôt logique, sur les tâches en ray tracing pas trop exigeantes, ou avec un seul effet, c'est vrai que généralement ça passe, c'est plus souvent dans les jeux avec du ray tracing très intensif où elle s'écroule beaucoup plus. Donc ici aussi, ça tourne pas si mal que ça, même sans upscaling. Par contre, on voit qu'en bas de tableau, c'est un petit peu le parking pour les cartes avec 8 Go de RAM. Et en 4K ray tracing maintenant, bon, ouais, comme toujours, la 4090 est loin devant les autres, et les grosses cartes d'AMD s'en sortent honorablement aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a que la 4090 qui arrive à maintenir plus de 60 fps de moyenne. La 4080 Super, elle y est presque, mais elle y est pas. Et on note aussi que la 3080 ici sature au niveau de sa VRAM, d'où sa chute sous la 4070 ou la 7800 XT. Et on voit que la 4060 Ti 16 Go se maintient bien mieux ici que le modèle avec 8 Go qui s'écroule lui totalement. La RAM saturée et son bus mémoire un petit peu léger font qu'elle se retrouve sous la 3060 Ti, qui a la tête sous l'eau également, puisqu'elle se retrouve elle aussi en dessous de la 6700 XT, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Mais bon, pour la plupart de ces cartes-là, de toute manière, ce sera upscaling obligatoire ici pour arriver aux 60 fps ou même aux 30 pour certaines d'entre elles. On arrive maintenant au processeur, et le jeu est quand même plus gourmand qu'on pourrait le penser à ce niveau-là. Sur le haut du tableau, alors le 7800 X3D mène la danse, mais c'est vrai que le 14700K est vraiment très proche. Un cran en dessous, on retrouve le GOAT, le 5800 X3D, qui restera un processeur légendaire, je pense, puisqu'ici, encore une fois, il se maintient quasiment au même niveau que le 14700K ou même le 13600K, même si, comme on le voit, en 1440p, un comportement différent entre les processeurs Intel et AMD. Les 1% sont plutôt proches, mais la moyenne est au-dessus pour Intel ici, là où c'était pas le cas en 1080p. On voit que le Ryzen 7600 s'en sort également plutôt bien dans l'ensemble aussi. Et un cran en dessous, on arrive sur le Ryzen 5600, qui suffit malgré tout pour maintenir du 100 fps de moyenne et plus, et même le Ryzen 3600 fait le boulot ici. Par contre, on voit que l'i3 13100F, même si sur la moyenne des FPS ça se passe plutôt bien, sur les 1%, par contre, il chute plus que les autres processeurs. Donc c'est pas optimal, mais ça reste tout à fait jouable malgré tout, si on vise les 60 fps de moyenne. Et puis voilà, on a fait le tour pour ce portage de Dragon Age The Veilguard, et dans l'ensemble, d'un pur point de vue technique, cette version PC est vraiment plutôt bonne. Le jeu est vraiment très fluide, l'optimisation est très correcte, le jeu tourne sans trop de soucis, sur du matos même assez ancien. C'est plutôt bien fini dans l'ensemble, ça fait plaisir, donc là-dessus, c'est plutôt cool, et c'est quand même rare ces derniers temps qu'un AAA d'un gros éditeur sorte dans un état aussi propre, je dirais, en dehors des portages de jeux Sony, qui sont souvent plutôt bons eux aussi. Donc à ce niveau-là, c'est du bon boulot de la part de BioWare et EA, même si le jeu en lui-même, comme je le disais en début de vidéo, ce sera pas forcément pour tout le monde, et en ce qui me concerne, c'est malheureusement encore une fois un cran en dessous par rapport aux autres Dragon Age. Mais bon, si vous avez acheté le jeu et que vous kiffez, tant mieux pour vous. Le plus important, c'est que vous passiez un bon moment. J'ai beaucoup aimé des jeux moyens ou bancals, par exemple Alpha Protocol à l'époque, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je dirais que pour moi, en tant que fan de Dragon Age, particulièrement du premier, c'est malheureusement pas ce que j'attends d'un jeu estampillé Dragon Age. Après les goûts et les couleurs, mais bon, au moins le jeu tourne bien. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, la page Amazon de la chaîne, si vous voulez des exemples de conflits type, les cartes graphiques du moment et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, aussi un énorme merci aux contributeurs de la page Ko-fi et les membres soutien YouTube de la chaîne, qui aident concrètement la chaîne à survivre. Donc comme d'habitude, un énorme merci à vous.
Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!